Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne de tutorat Loïs Biologie. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. On va définir cette maladie, parler des causes et des facteurs de risque, des symptômes, des conséquences sur l'environnement. Parce que la maladie d'Alzheimer, ce n'est plus une maladie anodine pour plusieurs, parce qu'elle se répand de façon considérable dans le monde. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. D'après vous, l'Alzheimer, est-ce que c'est une démence ou c'est une dépression? 2 secondes. En effet, c'est une démence. Ceux qui ne le savent pas, la démence est une détérioration du fonctionnement cognitif et comportemental due à des causes physiologiques. En termes plus simples, détérioration, ça veut dire diminution, rabais, en quelque sorte, du fonctionnement cognitif. Dans cognitif, on a tout ce qui est relié au cerveau en termes de connaissance, de perception, d'acquisition, d'attention et bien plus encore. Comportemental, c'est relié au comportement. Causes physiologiques, c'est-à-dire ce sont des causes dues au fonctionnement du corps. Ça veut dire que la démence, donc, c'est une maladie qui est causée par le mauvais fonctionnement des neurones. Alors que la dépression, lui, c'est une maladie qui est caractérisée par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et bien plus encore. C'est vraiment deux thèmes différents qu'il ne faudrait pas confondre. D'après vous, est-ce que ce sont les vieillards de plus de 85 ans ou les jeunes qui sont atteints de cette maladie? Vous avez 2 secondes. En effet, ce sont les vieillards qui sont plus atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie a apparu soudainement, vraiment subitement, et actuellement on dénombre plus de 24 millions de cas dans le monde. Et le nombre de cas ne cesse d'augmenter considérablement. Pour ceux qui l'ont compris, sur cette photo, c'est bel et bien le fameux docteur Alzheimer. C'est un neurologue et un psychiatre allemand qui a découvert cette maladie dans les années 1907. Plus tard, nous allons parler des facteurs de risque parce que ce sont eux qui nous protègent. Le fait de savoir les facteurs de risque, ça nous mène plus à l'oreille parce que ce sont eux qui nous prédestinent à développer certaines maladies. Il y a un mythe comme quoi l'Alzheimer elle est héréditaire. Comme mon grand-père, ma grand-mère n'avaient pas l'Alzheimer, il n'y a pas de raison que moi j'ai de l'Alzheimer. C'est faux, étant donné que parmi tous les cas que l'on dénombre d'Alzheimer, uniquement 5% sont dus à des causes héréditaires. Nous avons l'âge comme principal facteur, comme on l'a vu précédemment. Nous avons le tabac, l'alcool, la pollution, tous ces facteurs environnementaux. Toutes ces substances nuisibles que l'on consomme continuellement, constamment, sont vraiment nocifs pour notre cerveau. Le trouble du sommeil, le fait de ne pas avoir un sommeil équilibré, fatigue également notre cerveau. Les maladies comme l'hypertension, le diabète, l'AVC, l'obésité sont également des facteurs de risque. Le faible travail intellectuel, plusieurs ne sont pas au courant de cela, mais lorsque ton cerveau dort constamment, tu ne réfléchis pas, tu ne travailles pas, tu n'utilises pas tes méninges pour travailler, pour réfléchir, tu tues tes neurones à petit feu. Maintenant que nous avons vu les facteurs de risque, voyons donc plus en détail les causes de cette maladie. Comme nous le savons, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire ce sont les neurones qui sont touchés. Nos neurones se dégradent, les neurones ne fonctionnent plus comme il se doit. Il y a donc deux principales causes. Les plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire sont les deux principales causes de la maladie d'Alzheimer. En ce qui concerne les plaques amyloïdes, comme nous voyons sur la première photo, c'est entre les neurones. Le problème, il est entre les neurones parce qu'on a la peptine bêta-amyloïde qui s'accumule. Ce sont eux qui sont comme des termites, ce sont eux qu'on appelle les peptides bêta-amyloïdes parce qu'ils sont là, ils sont comme en train de manger petit à petit notre cerveau. Ils les mangent, ils dévorent notre cerveau. C'est ça qu'on appelle la peptine bêta-amyloïde.
Elle va donc former une plaque, comme nous le voyons, une plaque toxique. Et lorsque cette plaque va donc être formée, les messages, l'influx nerveux ne pourra plus passer. Et si l'influx ne passe plus, s'il n'y a plus de message qui circule entre les neurones, bien évidemment, le neurone va finir par mourir. Et même au-delà de là, la toxine en elle-même va détruire et va tuer progressivement le neurone. En ce qui concerne la dégénérescence neurofibrillaire, c'est plus à l'intérieur du neurone. Dans le neurone, nous avons une protéine TOU qui relie les microtubules fixés sur l'axone et permet le transport de l'influx nerveux. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cette protéine elle est déformée. Et si elle est donc déformée, il n'y aura plus une bonne connexion entre les microtubules et l'axone. Ainsi, l'influx nerveux ne pourra plus passer correctement. La modification donc de cette protéine va entraîner une désorganisation cellulaire, puis la mort neuronale. Mais le pire, c'est que la mort du neurone s'effectue premièrement dans la zone hippocampe du cerveau. Et cette zone, c'est la zone qui est principalement responsable de la mémoire. Cette mort donc va donc entraîner l'atrophie de certaines zones cérébrales, la diminution des zones cérébrales. C'est pour ça qu'on va voir comment plus la maladie d'Alzheimer progresse, plus le volume du cerveau diminue. Ce sont donc les symptômes de cette maladie. Je vous le dis tout de suite, elle touche la mémoire court terme. Et qu'est-ce qu'on observe généralement? La perte de mémoire, la perte d'autres fonctions. Les personnes atteintes d'Alzheimer ne peuvent plus rien faire d'elles-mêmes, d'où la perte d'autonomie, la perte d'identité. Si on entre plus en détail, en ce qui concerne la perte de mémoire, une personne atteinte d'Alzheimer, si tu lui dis une information tout de suite, tu t'en vas, tu reviens, elle a oublié. Ainsi de suite. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, elle oublie. Puisqu'elle oublie cela, elle va donc perdre d'autres fonctions. Parfois, ils n'auront plus la capacité de s'occuper d'eux-mêmes, de se laver, de manger. Ils ne pourront plus rien faire d'eux-mêmes. Ils redeviennent, on peut dire en quelque sorte, des bébés. Parce qu'il y a une perte d'autonomie, une perte d'identité. Ils oublient les membres de leur famille, les proches, les conjoints, les enfants, les petits-enfants. Les relations avec les personnes, ça change parce qu'elle est considérée comme des inconnus. Elle ne reconnaît plus personne. Ça fait que cela, c'est difficile. Cette maladie est difficile pour tant pour la personne que pour l'entourage. Comme autres symptômes, on a également les sauts d'humeur. Aujourd'hui, elle rit, après quelques secondes, elle pleure, après elle est en colère. Ce sont tous ces symptômes qui montrent comme quoi une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est vraiment compliquée pour plusieurs. Elle a un gros impact émotionnel pour la famille, pour tout le monde. Parler des conséquences sur l'entourage et sur la personne. Premièrement, nous avons perte de la mémoire, comme on l'a vu, perte de la fonction, d'autres fonctions, perte d'autonomie, perte d'identité, la dépendance familiale, la surcharge des soignants, la répercussion dans les familles, les coûts économiques. Si on s'attarde d'abord là, nous voyons que si une personne perd la mémoire et qu'elle n'est plus capable de s'occuper d'elle-même, qu'elle ne reconnaît plus, elle ne reconnaît plus personne et que si elle se rappelle, c'est dans des vagues moments où elle se rappelle de qui vous êtes et ensuite elle oublie tout le monde. Cela entraîne une dépendance familiale, étant donné qu'il va falloir qu'il y ait constamment une personne qui s'occupe d'elle. Comme on l'a dit, cette personne redevient vraiment un bébé qui nécessite donc de l'attention, de l'occupation, de tout. Donc, on doit tout lui donner. La surcharge des soignants, étant donné que dans les hôpitaux également, c'est pas facile de s'occuper de la surcharge même au niveau de la famille, parce que certaines familles vont décider d'abandonner le travail pour pouvoir s'occuper de la dite personne. Parfois, cette personne va
diminuer le temps qu'elle passe avec sa propre famille pour s'occuper de son parent ou de son frère ou qui que ce soit dans la famille. Cela, c'est un choc parce que c'est pas évident pour une personne de presque tout sacrifier pour s'occuper de cette personne qui est malade. C'est dans ça qui est la répercussion dans la famille. Elle peut entraîner de l'éloignement, des problèmes, des tensions, parce que si vous êtes dans une famille nombreuse, en ce qui concerne qui va s'occuper de maman, qui va s'occuper de papa, d'autres personnes peuvent dire non, d'autres personnes disent oui, et ça peut créer des tensions. Le coût économique, c'est également extrêmement cher de pouvoir s'occuper des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer parce que ça nécessite un traitement constant. Ça nécessite de les mettre dans des centres pour personnes aînées et les coûts, c'est vraiment énorme. Et généralement, après tout cela, ça va, bien évidemment, la mort va s'en suivre, ce qui est également un choc, bien évidemment, pour bien des personnes. Comme nous le savons, la mort, c'est la conséquence finale de cette maladie. Elle est secondaire parce que quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas elle qui nous tue, mais on est fragile. Ce qui fait que c'est d'autres pathologies qui va causer le décès et généralement ce sont les infections. Il est donc important de prévenir cette maladie étant donné l'impact que cela a tant pour la personne que pour l'environnement, la famille, tout cela, il est donc important de prévenir cette maladie. Et comment faire? Juste avoir une bonne activité physique, une bonne alimentation, manger des aliments riches en antioxydants comme les fruits, réfléchir, lire, calculer, peu importe ce que tu peux faire qui va faire en sorte que ton cerveau travaille constamment. Tout cela, c'est ce que tu peux faire pour minimiser le risque d'attraper cette maladie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Bonne soirée!